Bonjour à tous, vous écoutez De Tout et de Rien, votre émission qui vous parle de tout, mais surtout de rien. Ça fait très longtemps que nous n'avons pas enregistré d'émission, donc vous allez comprendre rapidement qu'on est un petit peu... Ah bah tiens, regardez ça comment c'est incroyable. J'ai un coup de fil en direct de la part de Fanchon, ça, c'est formidable. Allô ? Oui, tu m'entends ? Oui ? Oui, ça va. Je viens juste de l'enregistrement là. Ouais. J'en ai tout. Et ben on vient de commencer l'enregistrement, on peut commencer avec Raph et puis tu peux nous rejoindre au passage. Tu es en direct accessoirement. Ça marche. Je vous avoue que j'ai le cerveau en compote là. C'est compliqué. Mais... Ça marche. Mais si c'est trop difficile, tu dis, hein, et puis rien n'est obligatoire. Hein. Ouais, mais soit ça attend. 1, 2, 3 décisions. Parce que vous venez juste de commencer avec Raph là. Bah là on va commencer dans 5 secondes, là on vient de manger nos pizzas, il y a ta pizza, on t'a fait un patchwork de pizza pour toi. Et C'est sympa. Oui. Honnêtement, je crois que je vais vous abandonner parce que là Eh ben écoute, je suis vraiment désolée. Et bon voilà. Et... T'inquiète pas, je dois te le dire aussi, je t'enregistre en même temps avec le téléphone du coup. Ouais. Tu seras châtié, tout le monde verra que tu nous as abandonné. Bon bah écoute, repose-toi bien Fanchon et puis on se retrouve une autre fois. Ouais, et puis vraiment désolée, je suis un peu bête à vous, mais là... D'accord, voilà. ça marche. Courage, forceneur. Bisous. Bye. C'est donc la fin de cette émission. Eh ben yes, Bref, mais intense s'il en est. Effectivement, oui. Et bien du coup, chers auditeurs, vous venez de vous rendre compte en direct que Fanchon, qui devait être avec nous ce soir, ne sera pas là. Vous voyez, c'est les aléas du direct ou pas d'ailleurs, je ne sais pas. Je disais donc, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait d'émission et on devait être 3 ce soir, mais au final, on devait être 4 ce soir, et au final nous ne serons justement que 3. J'ai en face de moi Raphaël qui essaie de caler son PC sur la table. Comment est-ce que ça va, Raph, aujourd'hui ? Eh ben écoute, ça va plutôt bien. À chaque fois qu'on se retrouve, on est toujours un peu en week-end, donc du coup, c'est toujours bon pour la reprise ensuite. Donc on est toujours ravis de se voir à la fois à la sortie du boulot et dans nos vies privées. Et ça c'est beau. Et toi, Benjamin, comment ça va aujourd'hui ? Eh ben écoute, j'ai passé un très bon week-end. Donc, un très bon week-end, très bon jour de congé, puisque ça ne correspond pas à ce qu'on considère généralement comme étant le week-end. Mais oui, j'ai passé un très bon moment. J'ai revu des potes que j'avais pas vus depuis un certain temps. C'est chouette, cool. Bah oui, parce que chers auditeurs, il faut dire que nous en réalité, nous travaillons en été, donc du coup, c'est pour ça que nous n'avons absolument presque pas tourné d'épisodes pendant les mois de juillet et d'août. Le dernier épisode qu'on a monté, je le disais tout à l'heure en off, qu'on a tourné, c'était eh bien l'épisode 21 qu'on a tourné avec Benjamin, Raph et Fanchon. On aurait dû retrouver cette petite équipe car nous sommes en réalité aujourd'hui le 7 septembre 2020. Et je vous propose, parce que cette intro est au final relativement longue, d'entrer dans le vif du sujet avec avec Raph. Oui. Vas-y, c'est à toi. Tu veux nous parler de jeux vidéo en fait, vous allez tous les deux nous parler de jeux vidéo aujourd'hui, c'est un spécial jeux vidéo, c'est incroyable. Et absolument pas concerté en plus. C'est les grands esprits qui se rencontrent à ce moment-là. Et oui. Alors du coup, moi je vais vous parler d'un petit jeu stratégique parce que depuis les 2 ou 3 chroniques, je m'amuse à faire ceci. La dernière fois, on s'était rendu à analyser le livre de Miyamoto Musashi sur le traité des 5 roues, puis auparavant la biographie du personnage. Et bien là, on va aller dans un autre thème complètement différent, puisque certes, s'il y a la stratégie qui reste, qui demeure, tout le reste est différent, puisqu'on va parler d'un jeu un petit peu rétro maintenant, faut le dire, puisqu'on vieillit. Hein. Est-ce que vous connaissez un jeu qui s'appelle Advance Wars ? Absolument pas. Pas du tout. C'est un jeu qui est sorti il y a de ça une vingtaine d'années, sur d'abord Game Boy Advance, comme son nom l'indique, puis ensuite Nintendo DS. Du coup, c'est une série de jeux qui se décline en 4 épisodes, dont le dernier qu'on verra très rapidement parce que il sort de la trilogie des premiers. On va dire que c'est un hors série. Le but est très simple. En fait, on a affaire à un jeu qui est un jeu de guerre, mais sans les mauvais côtés au départ du jeu de guerre. C'est-à-dire que, par exemple, vous allez manipuler des unités, vous allez créer une armée, vous faites partie d'un État, d'un pays, et vous devez défendre votre pays, par exemple, contre les invasions d'autres pays, d'autres armées. Pour cela, vous pouvez faire appel à des unités terrestres, marines, aériennes, sur un champ de bataille. Et le champ de bataille en question, c'est une sorte de vaste échiquier qui
composé de plaines, de forêts, de montagnes, de villes, et suivant le terrain en question, il y a plein de choses qui vont avoir un impact sur la stratégie du joueur, et le but étant soit de détruire l'ennemi, toutes les unités ennemies, ou alors de prendre son quartier général, son QG. C'est vraiment à peu près comme le échec et maths au niveau de l'échiquier. Ah, d'accord. Le premier jeu, justement, il n'a pas forcément de nom puisqu'il n'était pas au départ prévu une suite. Il s'appelle simplement Advance Wars et il est sorti en Europe et aux États-Unis le 10 septembre 2001. La sortie au Japon le jour suivant est annulée. Vous vous rendez sans doute compte pourquoi. Dû aux attentats du 11 septembre, parce que même si on parle d'un jeu de guerre enfantin, ça reste un jeu de guerre quand même. Et les Japonais, ils rigolent pas avec ça. Donc finalement, le jeu ne sortira même pas chez eux. Ah oui, d'accord. Donc on sort vraiment sur un coup de bluff, c'est que le jeu il a eu énormément d'impact à l'extérieur, ce qui a permis de faire une suite plus tard. Donc on parle, comme j'ai dit, d'un jeu de guerre qui est au tour par tour. Donc en général c'est vraiment absolument pas ma cam, moi, parce que d'habitude, disons que je suis davantage tourné sur les jeux dits RTS, Real Time Strategy, ou jeux de stratégie en temps réel, francophone, purement chauvin. Le but du jeu, comme on le disait, est de contrôler une armée sur un champ de bataille. Alors chaque unité a ses propres faiblesses et ses avantages contre d'autres unités. Et en fait, les armées n'ont pas proprement parler de différence, si ce n'est simplement leur couleur. C'est vraiment des armées miroirs. D'accord. C'est simplement la stratégie du joueur qui va faire en sorte que on va gagner ou pas. Donc le mode d'Advance Wars, c'est un monde différent du nôtre, dans le lore. Il est divisé en 4 nations bien distinctes, avec une culture et des personnages qui leur sont propres. Et en fait, ce sont 4 grands pays qu'on va retrouver durant les 3 premiers épisodes, à savoir à chaque fois leur nom, Blue Moon, Orange Star, Green Earth et Yellow Comet. D'accord. Donc autrement dit, une couleur affiliée à chaque armée et un as, on va dire un astre la lune, qui est la lié comète, à l'étoile, la lune, la terre et la comète. Alors très rapidement, en fait, on va commencer avec l'armée qui est dite de Blue Moon. C'est une armée représentée en bleu sur toutes les parties. Jouable, il s'agit du camp qui est historiquement ennemi au début du jeu. Ouais. Et en fait, le chef, il s'appelle Olaf, chef de l'armée qui réalise des excursions chez vous, en fait, et vous devez l'empêcher de prendre votre pays. D'accord. Alors en fait, c'est une armée qui, quand on regarde un petit peu le design, etc., on aura l'occasion d'en revenir, mais ça fait beaucoup penser à la Russie. Donc du coup, même si on est sur des armées qui sont vraiment enfantines, c'est-à-dire que quand on va se taper dessus, au lieu que les unités meurent, on voit pas de cadavres agonisants, etc., les unités, elles disparaissent, quoi, en fait. Ouais, elles vont valdinguer derrière. C'est comme si on foutait un grand coup de pied sur un échiquier, quoi. Donc vraiment, on part d'un principe, c'est que c'est un jeu de guerre, mais on voit pas de mort. Au départ, c'est vraiment ça. C'est vraiment, il y a des pays et on essaie de défendre son pays. La deuxième grande armée que vous pouvez contrôler, c'est celle d'Orange Star. C'est votre armée à vous. Elle est représentée en rouge sur toutes les parties. Et c'est le pays que vous incarnez dès le début à la fin. Et en fait, vous jouez à travers un jeune apprenti. C'est-à-dire un apprenti général qui s'appelle Andy, qui à la base du coup est un de mes pseudos que j'utilise. Et oui, c'est vrai. Depuis. Et qui va devoir faire ses preuves puisqu'en fait vous serez son conseiller. Donc en fait c'est vous qui le conseillez, mais c'est vous qui jouez à sa place. Dans ce sens-là, comme ça. Donc contre l'avancée de Blue Moon sur votre territoire. Ensuite il y a une troisième armée qui s'appelle Green Earth, qui du coup est une armée représentée en vert sur toutes les parties, qui est réputée pour des interventions éclairs auprès d'autres pays. C'est bizarre parce que tous les casques des infanteries ont une allure un petit peu allemande, on va dire. Ah d'accord. Voilà, et on s'aperçoit. C'est ça. Après, on s'apercevra au fur et à mesure du temps que c'est plus une armée européenne, parce qu'il y a différents généraux qui représentent chacun des pays. Et la dernière, Yellow Comet, une armée représentée en jaune sur toute partie, armée très forte, incarnée par son général en chef qui s'appelle Kanbei. Autrement dit, un samouraï aimant par-dessus tout son pays. Et d'autre part, sa fille Sonja qui est là pour l'aider en fait, parce que lui c'est une tête brûlée et elle est très douée pour récolter des renseignements, et c'est d'ailleurs elle qui va découvrir le poteau rose du premier opus, le plot. Du coup il y a un plot alors. Il y a un complot effectivement, parce que j'ai prononcé le nom de 4 armées, mais il existe une dernière dénommée Black Hole. Ah, c'est les méchants. Voilà, vous l'aurez compris, c'est celle des méchants. Dans le premier opus, vous protégez donc, comme je le dis, votre pays des excursions des pays ennemis, qui de leur côté pensent que vous êtes le général qui a commis des atrocités dans les pays voisins. D'accord, ok. Car ils vous ressemblent trait pour trait, bizarrement, cette agression. Et au fur et à mesure des batailles contre les généraux ennemis, vous justifiez à être à tout autre endroit que l'on vous a vu à cet instant précis où vous avez réalisé ces atrocités. Et lors de la campagne, lorsqu'elle est sur point de se terminer, vous avez finalement convaincu l'ensemble des pays ennemis que vous n'êtes pas l'agresseur désigné, mais pour faire bonne figure et dans le but de laisser du temps à justement cette jeune Sonja de découvrir qui était derrière toutes ces exactions,
il y a des batailles qui sont engagées, mais des batailles où en fait on va pas vraiment se taper dessus, on est juste là pour montrer que on a l'intention de le faire et c'est en fait un faux plan pour vraiment débusquer la personne. Et en fait, la personne en question, il s'agit d'une sorte d'homme-machine souhaitant contrôler le monde. Vraiment le stéréotype à l'époque du méchant. Hein. Et en fait, quand vous allez attaquer le méchant en question, vous vous trouvez devant la première de ses armées, et cette armée, elle est dirigée par votre clone. C'est un être de chair, mais maléfique, qui est l'auteur donc des attaques sur toutes les autres nations. D'accord. Donc on sait finalement d'où venaient ces attaques. Et une fois votre clone battu, le combat contre le méchant du jeu va commencer. On parle quand même d'un sacré mégalomane qui rêve de conquête et qui vient probablement d'une autre planète, puisque en fait toutes les infanteries, tous les personnages que l'on a de Black Hole ont un casque d'un astronaute et une tenue vraiment noire. Donc et puis c'est le trou noir en fait aussi, donc c'est ça. Il y a un aspect de ça. ce jeu qui est très sans doute une espèce, enfin une armée ennemie qui n'a pas de territoire par rapport aux autres, qui n'a pas de pays. Une fois du coup que vous arrivez à vaincre l'ennemi qui s'appelle Sturm, qui a donc une connotation aussi un petit peu allemande, et lui notamment dans son chara design est vraiment typé SS, donc on a vraiment là plus une caricature de l'Allemagne nazie à la Seconde Guerre mondiale. Et bien le jeu est terminé et vous avez réussi à sauver le continent qui s'appelle Cosmoland. Bon, dans le deuxième opus qui s'appelle Black Hole Rising, autrement dit sorti le 24 juin 2003, comme son nom l'indique, Black Hole est de retour avec toujours le grand méchant, mais aussi une série de généraux ennemis à la botte de Sturm. Donc, on a vraiment des noms qui font penser effectivement qu'on est sur une caricature de l'Allemagne. On a Adair, on a Kat, on a Helmut, on a des généraux comme ceux-ci qui rivalisent tant par leur brutalité que par parfois leur manque d'intelligence. Chaque général a une particularité. Ou l'ingéniosité des noms qui leur ont été donnés. Ou l'ingéniosité, effectivement, puisqu'il y en a certains, et notamment le sous-lieutenant de ce Sturm qui est très très puissant et qui en impose, qui s'appelle Maverick, et qui est un petit peu vraiment la représentation du pilote comme dans le film. Alors au fur et à mesure du temps, on s'aperçoit que si le premier c'était vraiment un peu enfantin, où on se disait il y a un grand méchant, et ben le deuxième, ça va être pareil, et c'est encore le même méchant, mais c'est une autre critique. C'est une critique du capitalisme. Parce qu'en fait, les pays finalement, dans un autre continent qui s'appelle Macroland, est un continent avec énormément de toujours les mêmes pays finalement. Mais les pays se rendent pas compte qu'ils sont déjà envahis par l'ennemi, et l'ennemi a créé de propres usines. Et en fait, ces usines vont lui servir à créer toutes les unités sans payer leur coût. C'est vraiment le truc cheat, bien sûr, dans lequel tu dois te battre pendant tout le jeu. Et en fait, ils payent eux leur unité par tout pillage qu'ils ont fait sur ton pays, etc. Donc le but étant de détruire à chaque fois ces usines. Et donc une fois que l'on a aidé, une fois qu'on a terminé de libérer notre propre pays, Orange-Star, on s'aperçoit que, en fait, ils sont partout. Et ils sont dans tous les autres pays. Donc pour aider à ce qu'on jarte Black Hole de partout, on va aider Blue Moon, puis on va aider Clunias, et enfin Yellow Comet, et comme ceci, on va pouvoir unir les 4 pays. Et les 4 pays vont arriver jusqu'à une certaine île, où est le repère du méchant. Et en fait, le méchant les attend avec toute l'artillerie, tous les canons, etc. Donc un truc vachement mastoc. Je me rappelle que quand j'avais ne serait-ce que 11 ans, j'étais impressionné parce que j'ai dû la recommencer plusieurs fois, et bien sûr, c'est une partie où tu dois vaincre un timer, 30 jours, autrement dit 30 tours, sinon c'est pas marrant. Et je déteste les timers. Voilà, c'est quelque chose de très qui m'a beaucoup frustré à cette époque, mais j'ai quand même réussi à vaincre cette dernière carte, et on s'aperçoit finalement que le méchant avait logiquement tout prévu et voulait effectivement détruire l'île et en même temps détruire tout le monde, comme ça il pourrait façonner un nouveau monde à son image, sauf que le problème c'est qu'il ne l'avait pas prévu, mais son lieutenant, son disciple, va l'envoyer effectivement à la place de son missile à l'intérieur du cockpit, puisque c'était son pouvoir de transvaser certaines choses, de téléporter, et il va exploser en plein cœur de son missile, ce qui veut dire qu'il a sauvé tout le monde, mais ça ne veut pas dire qu'il est gentil. Ah non, il veut prendre sa place, quoi, j'imagine. Effectivement, et donc il dit qu'il prend les rênes de Black Hole et qu'il aime le suivre, en gros, et donc du coup, bizarrement, comme nos héros sont un petit peu nuls au niveau de l'intelligence et qu'ils ont vu que il est quand même revenu, ils ont quand même laissé partir en disant ok, c'est pas grave, on va faire un traité de paix, vous partez sans jamais revenir, ce qu'ils acceptent. Mais ils vont revenir pour un 3e opus. Sauf qu'il y a un 3e opus, effectivement. Et oui, sinon voilà. Et ça, personne ne l'avait vu venir. Non, personne ne l'avait vu. Et celui-ci, par contre, qui s'appelle Dual Strike, il sort le même jour, mais 2 ans plus tard, le 24 juin 2005. D'accord.
Et là, on a encore de nouveaux généraux. On suit un nouveau général qui, lui, est toujours de rang star et qui va essayer de faire ses preuves. Alors, c'est un tankiste invétéré, c'est sa force. C'est-à-dire que vraiment, il est très fort au niveau des tanks. Et en fait, il s'aperçoit que pendant sa formation, il y a des unités de Black Hole qui ont été retrouvées chez eux. Ils sont en train de voir qu'il y a énormément d'unités de Black Hole, donc ils vont commencer à les repousser. Et plus ils les repoussent, plus ils sont nombreux. Jusqu'à ce qu'ils arrivent à un niveau d'un désert. Ils se disent, normalement, il n'y a pas de désert. Une sorte de grande forêt, végétation, pourquoi est-ce qu'il y a un désert? Parce que c'est justement la critique de ce jeu, à savoir la consommation énergivore, notamment des sociétés, et que à travers des sortes de grands cristaux qui s'appellent de souvenirs des monolithes et des centres de résurrection, ils peuvent faire soigner leur unité, ils peuvent même en créer de nouvelles en pompant l'énergie vitale de la Terre. Autrement dit, là, on va avoir une autre critique, mais à savoir celle de la mondialisation. Et en fait, le but est de repousser Black Hole toujours plus, jusqu'à rencontrer ce fameux Maverick, l'ancien chef de Black Hole, celui qui avait tué Sturm. Vous suivez toujours? D'accord. Oui. Et en fait, c'est des méchants et à chaque fois ils sont adaptés à. C'est ça. Plus ça va, plus ça va. Et on arrive à le battre une première fois. Et effectivement, quand il arrive, qu'est-ce qu'il va dire? Eh bien, ce n'est pas moi le chef, un autre a pris ma place. Et là, on est effectivement devant quelqu'un qu'on ne connaît pas. Et qu'on ne verra pas jusqu'à la fin. C'est un animé, en fait. En fait, on dirait un animé. On dirait en fait, car si vous regardez sur internet Advance Wars, les généraux en soi sont un mélange entre du cartoon et du manga au niveau design. Ouais. Et on a effectivement cette personne qui, on ne voit que l'ombre, on voit une personne qui semble être en fauteuil roulant et qui a un énorme bocal à poisson sur la tête, vraiment, qui semble vraiment relié avec des câbles, on sait pas trop ce qui se passe. Et puis finalement, à la fin, quand on arrive à aider les autres armées qui, au début du troisième opus, ce sont les forces alliées, comme aujourd'hui on aurait plusieurs forces alliées de plusieurs pays, et ben là on a vraiment un seul commandement, 4 pays mais qui se sont alliés, contre Black Hole, et puis ils s'aperçoivent que lorsqu'ils vont arriver au niveau du dernier méchant, et ben ce dernier méchant, il a un petit peu plus que son âge, puisque c'est quelqu'un qui a plusieurs centaines d'années et qui ne vit que parce que sa machine lui donne de l'énergie vitale au niveau de la Terre. Et donc le but est de faire flinguer ce bonhomme. Peut-être que pour vous montrer un petit peu tout l'aspect de, j'ai envie de dire, la méchanceté, il y a tout un host des soundtracks, des sons à écouter par rapport à chaque généraux. On a quand même une quarantaine des généraux après 3 opus. Je vous laisse écouter le début de ce cher Von Bolt, puisque c'est son nom, et comme on part toujours sur Von, on est encore sur une critique de l'Allemagne nazie. Très c'est plus chiant quoi. Ouais. Les jeux des années 2000 quoi. Oui, des deux à la fois. D'ailleurs, vous avez sa photo aussi. Et... Ah oui, il est dégueulasse. Vous avez à la fois sa photo et puis tous les généraux qui le suivent, qui sont en miniature. C'est vrai qu'il y a un peu cartoon, ouais. Tout à fait. Alors, une fois que l'on arrive effectivement à la dernière carte, c'est toujours là, c'est un combat qui n'était pas comme ça au départ, parce qu'on a changé de console entre temps. D'accord. On a une console qui est Nintendo DS, on y a 2 écrans. Et en fait, ils avaient intégré tout à fait ça au niveau du jeu, à savoir que si d'habitude on contrôlait un champ de bataille, là on en contrôle 2. Et en fait, on en a un sur l'écran du bas et un autre sur l'écran du haut. Autrement dit, en écran du haut, vous êtes en prédéployé, vous ne pouvez pas créer des unités, mais vous pouvez en créer sur l'écran du bas et vous pouvez les envoyer dans l'écran du haut. C'est-à-dire qu'il faut gérer en fait 2 champs de bataille en même temps, avec 2 armées ennemies qui ont des particularités et des forces et des faiblesses. C'est ça qu'il faut jongler, et bien sûr avec une limite de temps, c'est pas marrant. À la fin de cet opus, eh ben on s'aperçoit que Von Bolt a perdu. Mais Von Bolt a perdu. Comment est-ce que ça s'est passé? Parce que vous avez encore une fois Maverick, qui, entre-temps, durant toute la campagne, avait fait défection. Il était passé du camp des Alliés, a décidé de reprendre les choses en main, et voyant qu'il n'y arrive pas, il débranche le siège de notre cher méchant Von Bolt et se fait sauter avec lui. Autrement dit, les deux meurent. Black Hole est une nouvelle fois en déroute. C'est un peu le Vegeta de cet univers. C'est ça, c'est un général qui est très charismatique, qui a beaucoup de sang-froid, et qui, malheureusement, on pense qu'il meurt, même si dans l'Advance Wars, il n'y a aucun personnage qui meurt jamais. Qui meurt tellement, finalement. On est toujours dans cette notion de c'est un jeu de guerre, mais pour enfants, puisqu'il a été simplement, au départ,
interdit pour les enfants de moins de, je me rappelle Ouais. bien, 7 ans, puis ensuite 12. Oui, tu peux C'est pas vraiment- te permettre de dire qu'il y a des gens qui meurent vraiment dedans. Non, c'est ça. Alors, par contre, à la fin du troisième opus, justement, on voit les derniers généraux qui sont sur un pauvre tank qui partent un petit peu à la dérive en disant nous reviendrons. Eh bien, cette fois-ci, ils sont pas revenus puisqu'ils n'ont pas fait un quatrième opus. Mais ils en ont fait un autre, mais hors série. Ah, d'accord. Est-ce que c'est un reboot ou est-ce que C'est un spin-off. un Un spin-off spin-off. C'est complètement différent. En donc fait, un il spin-off. s'appelle Dark Conflict. Et si au départ on était sur des Le conflit sombre pour ceux qui ne sont Day of Winds, Anglophone. il a 2 noms. Day of Winds. Ouais, parce qu'en fait, les gens ont évolué au fur et à mesure du temps, les gens ont grandi, c'est Ouais. toujours la même chose, et donc les personnes qui jouaient au jeu aussi. Et dans ce jeu, en fait, on est vraiment sur la fin du monde. Il y a des météorites qui ont frappé le monde, un monde similaire au nôtre, Oui, bien on sûr. imagine, avec des armées, avec 2 grands camps. Mais il n'y en a plus 4, il y a 2 grands camps, mais ces 2 grands camps ont été frappés, et on vous dit que plus de 90% de l'espèce humaine a disparu. Donc, on est dans un constat où vous êtes un jeune homme qui est dans un désert, vous savez pas où aller, vous savez pas, vous venez de vous réveiller, et en fait, quelqu'un vient vous aider, c'est un colonel de l'une des 2 armées, et qui, du coup, comme vous êtes cadet, va vous aider, et vous allez petit à petit apprendre comment jouer dans les champs de bataille, etc. Le problème étant que, comme on est dans un endroit apocalyptique, il y a bien sûr une campagne à faire, et de comprendre qu'est-ce qui a provoqué ça, et pourquoi, par exemple, au milieu de la campagne, on va avoir une maladie, je ne sais plus le nom, qui est une fleur, le Covid. c'est une sorte, ouais, Le Covid 2007. c'est pire que ça, parce Déjà. qu'en fait, on dit que c'est une maladie qui est diffusée par voie aérienne, et qui est une maladie qui s'incube dans votre corps, Ouais. et une fois que, après d'immenses douleurs, vous êtes mort, vous avez des fleurs qui, en fait, naissent de votre bouche, des yeux, Mais est-ce qu'elles sont jolies, les fleurs? Ah, elles sont très jolies, hein. Ah. Mais si on les touche aussi, on contracte la maladie, etc. Ah, cool. Donc les gens qui, malheureusement, Enfin, sont sur les une bonne ambiance, survivants, quoi. Ouais, ont ça ceci, ont une maladie qui, en fait, les ronge leur rang, et en plus de ça, ils sont des personnes qui vont faire défection auprès de leur général, qui est devenu le généralissime parce que le président est mort, et D'accord. donc lui aussi veut les tuer, et entre-temps, ils essaient de comprendre qui est la personne qui est le méchant, à savoir un grand scientifique, un Maverick. scientifique qui, lui, non, c'est pas Van Bolt, du tout. C'est dans non, un autre Maverick, monde. il a dit. Mais Quoi, il est pas revenu? mais un mais scientifique non. qui, en fait, a développé cette Il va y avoir un maladie. twist. Et Attends. au fur et à mesure du temps, on s'aperçoit que les survivants, en fait, vont essayer de rejoindre cette personne, ce méchant, dans le but de combattre. Toujours dans les Advance Wars, il y a énormément de clones. Ce scientifique s'est fait une propre famille avec des enfants soldats, etc. Donc on apporte, en fait, c'est un florilège de thèmes qu'on a un peu de mal à digérer. Je le vends mal, mais c'est pas mon préféré. C'est pas mon préféré. Mais en fait, vous avez vraiment un critique un petit peu des enfants Ouais, j'aime bien soldats les enfants envoyés. soldats. Et puis les scientifiques fous avec des maladies qui se dispersent et puis la fin du monde. Et par contre là on voit effectivement des personnages mourir et beaucoup des Oui, c'est généraux génial, on qu'on est a. plus du tout sur les enfants, quoi. Enfin, Oui. c'est- C'est-à-dire qu'il y a une mission justement, celui qui vous a pris sous votre aile, ce colonel va se sacrifier pour vous et en fait on voit des fonds d'écran, si vous voulez, un petit peu des dessins qu'ils ont fait effectivement pour montrer et on le voit acculé derrière un mur, traqué par justement des hommes de main du généralissime. Et en fait il a un Beretta à la main, et il a une blessure par balle sur la main droite, il va se faire sauter quoi, à l'écran d'après. Et donc au fur et à mesure du temps, on s'aperçoit que la licence a quand même bien changé. Si au départ on était vraiment sur quelque chose d'assez enfantin, même si on a une critique sous-jacente derrière l'Allemagne nazie, hein. La Gaule c'est ça, hein. C'est exactement ça. Vous avez quand même dans la dernière opus qui est vraiment un truc complètement différent, la fin du monde, et puis vraiment on a quasiment toutes les problématiques qu'on commençait à voir en 2008. Je sais pas si vous vous rappelez avec tout ce qu'il y a. Le petit virus, enfin petit par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui, mais qui était quand même virulent, hein, qui commençait à naître, etc. Ça a donné effectivement de l'inspiration, comme beaucoup de films de science-fiction de l'époque et même d'aujourd'hui. Donc, à savoir que le fin du monde vend beaucoup. Bien sûr, bien sûr. Mais pour cette fois, c'est pas un jeu que je recommande en tant que tel. Je m'arrêterai sur les 3 premiers. Parce que les 3 premiers, c'est vraiment, on suit l'histoire de généraux qui vont avancer dans l'ordre. Et qui ont chacun une particularité, qui sont forts au niveau des tanks, qui sont forts au niveau des unités marines, et comme ceci on va pouvoir voir, et je terminerai sur ça, que en fait c'est le monde d'aujourd'hui, c'est juste que les armées en soi sont des armées qui sont un petit peu cosmopolites, c'est-à-dire que j'ai pas parlé d'Orange Star au départ, c'est clairement les Américains. Ouais, On voit que le personnage s'appelle Andy, etc., et que le QG, vraiment l'image du QG,
Oui, on du est coup, vraiment forcément, sur l'Amérique. c'est américain. Alors après, le Blue Moon, c'est vraiment on sent qu'on est sur de la Russie avec Olaf, avec Colin qui lui a vraiment l'uniforme bleu, vous voyez, vraiment avec un manteau, enfin un ouais. bouton. Par contre, moi, ce qui au départ me faisait penser à l'armée allemande pour Winners, bah finalement les différents généraux, c'est un général presque par pays ou quelque chose comme ça, puisqu'il y a un certain Eagle qui lui fait penser plus à l'aviation parce que c'est son fort, Ah oui, oui. et donc du coup aux Britanniques. Et notamment on a Drake qui a eu fort au niveau des mapiques de bateaux. Et puis au niveau du troisième opus, on va avoir un certain Ravière. Lui est un preux chevalier et qui aime beaucoup le vin. Autrement dit, une sorte d'allégorie de Don Quichotte espagnol. Ce que je veux dire, c'est un espagnol, quoi. Et une femme très typée cheveux courts qui s'appelle Jess, qui elle sera une tankiste parfaite et qui symbolisera plutôt les Français. Puis Yellow Comet, c'est vraiment le côté oriental, c'est le Japon. C'est clairement le Japon, avec des noms comme Kandai, Sensei, etc. Qui, eux aussi, se seront montrés quand même comme des personnes les plus honorables. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, on a les principales... Bien sûr. Les principales... Le même d'Obama qui se remet lui-même une médaille me vient en tête. Les principales armées de l'époque, effectivement, c'est développé par des Japonais, donc ne l'oublions pas. Voilà ce que je pouvais vous dire de ceci. C'est pas grave. Sachez que si jamais vous avez envie d'y jouer, vous pouvez le faire. Il suffit de télécharger. Pour la modique somme de 89 €. Non, du tout. Il Achète-le suffit de par télécharger l'une des célèbres applications que l'on peut avoir sur smartphone. Et nul, par exemple. Hein. Et comme ceci, il est très facile de pouvoir retrouver les premières cartouches, comme ils appelaient à l'époque. En sachant que je n'ai pas de problème avec ça puisque je les ai toutes, 2 fois même avec mon frère, puisqu'on y jouait beaucoup. Et on peut jouer à plusieurs joueurs, jusqu'à 4 joueurs pour incarner Ah oui, d'accord. Ok. chacune des Intéressant. des unités. Voilà. Eh ben, écoute, merci Raphaël pour ce petit topo sympa sur ce petit jeu très... Ouais, on dirait un synopsis d'animé, c'est marrant en fait. Oui, en fait, pour nous, ça fait vraiment penser un petit peu si on avait voulu mélanger, je sais pas, quelque chose comme du diplomatie avec du manga. Et puis avec quelque chose de beaucoup plus enfantin, quoi. Ouais, Moi, je c'est dois bien avouer que l'image que je m'étais mentalement, enfin que je suis mentalement en train de me faire de la chose, c'est essentiellement avec une esthétique manga. Voilà, Ouais, moi j'imagine des mecs avec des petites mèches comme ça qui passent devant leurs yeux avec un peu ténébreux. Alors que pourtant le design que nous avons montré fait au contraire beaucoup plus cartoonesque, hein, on dirait. Ah, ça, oui. clairement, Oui, je suis d'accord. c'est du cartoon. C'est-à-dire que si vous C'est ça, tapez ouais. sur Advance Wars, vous allez voir effectivement à la fois le champ de bataille, à la fois les généraux, ils sont représentés ainsi. C'est plus du dessin animé effectivement, mais dans la façon de faire, ça peut aussi donner des codes au manga. Bah, en même temps, c'est un jeu qui est japonais, donc le manga c'est japonais, c'est assez logique que les codes du manga se répercutent culturel du Japon se répercutent à la fois dans leur littérature et à la fois dans leurs jeux vidéo. Oui, mais ce qui est paradoxal, c'est qu'on a plus les codes effectivement de tout ce qui est dessin animé, parfois même d'allusions qui sont soit européennes, soit américaines dans le design des personnages ou dans leur histoire. Ça c'est cool par contre. En parlant de paradoxe. Oui, t'as un paradoxe à... Non, c'est une transition, c'est une transition un peu merdique parce que en fait, ce dont je vais vous parler, ça a été fait par des mecs qui s'appellent un studio qui s'appelle Paradox. Voilà. Donc, mais voilà, non mais écoute, c'était. vas-y, tu t'introduis tout seul, Ben. Je voulais souhaiter. Là, c'est la technique du pied dans la porte. Ah bah oui, clairement. Ah bah là. Tu voulais faire ta chronique? Bah non, c'est à moi. Non, mais vas-y. vas-y, c'est vas-y, juste t'as que là, il a commencé, dit paradoxe. Non, mais en plus, moi, j'ai pas spécialement préparé quoi que ce soit, donc ce sera très essentiellement décousu et improvisé. Vas-y. Mais j'avoue que là, je me suis vraiment laissé tenter parce que c'était presque le mot de la fin et la coïncidence était trop belle, quoi, pour être bon, peut-être pas gâché, c'est un mot un peu fort, mais raté, évité, j'ignore trop comment le qualifier, mais oui, parce que du coup, non, parce que tu voulais vraiment. Non, moi j'étais en train de réfléchir à un jeu depuis tout à l'heure parce que c'est pareil, vu que Fanfan est plus là. On peut faire la transition entre. Non, mais vas-y, Ben, t'as lancé la transition, t'as une rapport. Ouais, bah écoute, pour rebondir alors du coup sur le paradoxe de Raph, et ça n'est qu'une coïncidence de mots en l'occurrence. Moi, je voulais vous parler d'un jeu vidéo auquel j'ai pas mal joué ces derniers jours, semaines, essentiellement parce que j'ai plus internet et qu'il s'avère que ce jeu se joue sans internet. Sans internet, puisque c'est un jeu solo. Je n'ai
Enfin, je vois pas comment on pourrait faire ça en groupe en fait. Donc peut-être qu'il y a un multijoueur. Il doit y avoir un moyen de faire du multijoueur. Peut-être, honnêtement, je sais pas, j'ai toujours. Dites-le dans les commentaires. Je suis pas sûr, hein, parce que j'y ai joué un peu et j'ai jamais vu ça. Pas. D'ailleurs, si vous avez des questions, des remarques pendant le truc, des trucs plus drôles, ouais, dites-moi parce que Crusader Kings c'est le jeu dont je vais vous parler, bien sûr, Crusader Kings 2 plus particulièrement. Et oui, parce que le 3 n'est pas va sortir ou n'est pas encore Il est sorti il est sorti le 1er septembre. Et ben là, vu qu'on est le 7, il est sorti. Crusader Kings 2, tout comme le 3, tout comme énormément de grands jeux de stratégie, il a été édité par un studio suédois qui s'appelle Paradox Development Studio et édité par Paradox Interactive que vous connaîtrez sans doute peut-être pas tous, mais qui est quand même très connu pour avoir fait des jeux comme Hearts of Iron. Et oui, bah oui. Comme Stellaris, oui, et bien sûr Victoria et Europa Universalis. Et enfin la série des Crusader Kings. Alors le 3 étant sorti la semaine dernière et n'y ayant pas joué puisque je n'ai pas internet depuis une semaine, donc j'ai pas pu l'acheter et ne le ferai pas pour des raisons que j'évoquerai plus tard, en tout cas pas tout de suite. Je me rends compte avec ce que tu dis qu'ils ont absolument rien fait sur l'Antiquité. Si, ils ont alors ça c'est un de leurs derniers en fait, je crois que c'est peut-être le dernier jeu qu'ils ont sorti avant Crusader Kings 3 pardon. C'est un jeu sur l'Antiquité où alors je sais pas ce que tu peux gérer, ça a l'air d'être tourné très essentiellement autour de Rome en fait. D'accord. Crusader Kings 2. Alors je voulais en parler parce que j'y ai pas mal joué et parce qu'honnêtement en fait c'est le truc qui m'occupe le plus en ce moment en termes de mon temps libre. J'y joue énormément. C'est un jeu que j'ai acquis il y a des années de cela et je résiste pas à narrer cette petite anecdote qui est entièrement personnelle. Mais vous connaissez maintenant tous Raph et Marc, Thibaut. Notre cher ami Thibaut qui n'a pas encore participé au podcast. Et non, parce que Thibaut a d'autres chats à fouetter. Oui. Eh bien, il s'avère que c'est Thibaut, la première fois que je l'ai rencontré, qui m'a conseillé de me procurer Crusader Kings. D'accord. Et en gardant à l'esprit que Thibaut, je l'ai rencontré en 2015, que je me suis occupé, entre guillemets, de sa formation là où je bossais à l'époque. Et il m'a conseillé Crusader Kings, et il s'avère qu'à ce moment-là, on était en plein été, ou au début de l'été, je ne sais plus. Il y avait les soldes de Steam, en fait, et il m'a parlé de Crusader Kings, qui était sorti en 2012, donc depuis déjà un certain temps à l'époque. Et il m'a dit, mais il faut que tu chopes ça, si t'es fan de jeux de stratégie, il faut absolument que tu joues à Crusader Kings. Ouais. Qui ça, de stratégie, Stéphane? Pardon. Quoi? Alors là, je l'ai pas du tout. Quoi? Je sais pas, c'est fan de jeux de stratégie. Ah non, oh mon dieu. Oh non. C'est pas grave. Oh ouais, Marché. non, je l'avais pas du tout, hein. Mais oui. Donc il y a 5 ans de cela, un peu plus maintenant. Oui. Thibaut, que j'ai connu à l'époque et que j'ai presque oublié dans la mesure où on s'est pas vu pendant encore pas mal d'années après, et rencontré plus tard, bref, m'avait dit ouais, maintenant on est en coloc. Le monde est petit, l'Ardèche surtout. Et il m'a dit ouais, faut que t'essayes ça, c'est trop bien. Sauf que moi, comme je l'ai fréquenté pendant 3 jours, il m'a juste dit que le jeu était génial. Il m'a dit profite qu'il soit en solde de Steam et achète-le. Seulement 89 €. Non, c'était moins. Je crois que je l'avais chopé avec. Alors non, je l'avais. En fait, c'est 250 € à l'heure actuelle si tu veux acheter avec toutes les extensions. Là, en l'occurrence, il y avait quelques DLC. J'avais dû le payer 30 balles. Et je l'ai ouvert. Ouais. Déjà, je l'ai installé. Je l'ai acheté d'abord, si vraiment on veut être cohérent. Je l'ai acheté, je l'ai installé, j'y ai joué l'espace de 15 minutes et ne comprenant absolument rien à ce qui se passait, eh bien, je l'ai abandonné et j'y ai plus joué pendant très littéralement 5 ans. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, il s'avère que Crusader Kings, comme la plupart des jeux de Paradox Interactive, sont des jeux de stratégie qui sont quand même relativement complexes et qui demandent un certain temps à être pris en main. Alors, sans dire que c'est forcément foncièrement très très compliqué. Quand je m'y suis remis, en fait, Thibaut m'a expliqué comment m'en servir et il m'a pas fallu plus d'1 heure pour comprendre des grandes lignes. Après, ça demande quand même plusieurs heures de jeu pour prendre en main toutes les mécaniques, etc. Là, je suis plutôt un casu du jeu entre guillemets parce que j'ai joué que 130 heures, ce qui est relativement
relativement peu, et figurez-vous que même après 130 heures de jeu, après avoir testé pas mal de choses, eh bien, je suis encore en train de découvrir des trucs que j'avais complètement sous-évalués jusqu'à présent. Donc voilà, si vous avez du temps devant vous, si vous aimez les jeux de stratégie, alors c'est pas des jeux de stratégie en temps réel, ça n'est pas comme par exemple les Total War où vous allez mener en fait un combat sur le terrain tout en faisant en fait de la gestion, où vous faites de la gestion d'un empire, d'une nation, etc. Et de temps en temps vous réglez vos comptes sur le champ de bataille. Là tout est réglé automatiquement. Automatiquement. Il y a des règles, il y a des calculs qui sont pris en compte, des avantages de terrain, etc. en fonction d'où vous combattez. Cela étant dit, Crusader Kings 2, c'est plutôt c'est un wargame que je définirais, alors c'est sans doute pas le bon mot, mais plutôt comme de la gestion de dynastie. Oh, c'est ça. Et c'est ça qui est relativement original, c'est que plutôt de gérer une nation, un pays, etc., un empire, là vous gérez une famille seigneuriale médiévale. Alors le jeu vous permet, à l'origine, le jeu sans DLC vous permet de jouer entre l'an 1066, qui correspond à la bataille de Hastings et la conquête de l'Angleterre par Guillaume le Conquérant, de cette date-là jusqu'à une des dates qui est retenue comme fin du Moyen-Âge. En l'occurrence, non pas la découverte du Nouveau Monde, mais 152, la prise de Constantinople. Absolument, la chute de Constantinople et le très regretté Empire byzantin. Ah oui, pardon, n'est-ce pas? oui. Non, j'étais juste plongé sur Constantinople et je pensais même plus la mélancolie. Bien sûr. Cette ville nous manque. Ah oui. Et Crusader Kings, du coup, vous permet en fait, et c'est ça qui est sympa, de prendre le contrôle d'à peu près n'importe quelle famille seigneuriale de cette époque-là, en fait. Ouais. Vous pouvez choisir la plus grande famille, la famille la plus puissante. Vous pouvez choisir d'être le roi de France. Vous pouvez choisir d'être un puissant seigneur, ou alors un simple comte, entre guillemets. Ouais, c'est ça aussi qui est rigolo, c'est de partir de la petite échelle et de partir vers le plus haut sommet. Je trouve que c'est ce qui était le plus fun, moi. Quand j'ai juste joué, j'ai fait juste le didacticiel et c'était ça en fait. C'était un baron castillan. Et en fait, ça a l'air très réducteur comme ça, parce qu'on se dit c'est de la gestion de dynastie. Ça peut paraître comme ça au premier coup d'œil très réducteur, mais en fait, sachez que vous pouvez à peu près tout faire, tout gérer, de l'éducation de vos enfants à la chute. Par exemple, pose-moi la question quelles options j'ai de faire chuter mes rivaux en tant que seigneur. Mais dites-moi, monsieur Benjamin, quelle option avez-vous pour faire chuter vos rivaux? Comment comptez-vous vous y prendre pour pouvoir atteindre le haut du sommet, si tu veux dire, monsieur Benjamin? Monseigneur, même, devrais-je dire. Vous pouvez faire à peu près tout ce que vous voulez. Vous voulez déstabiliser, vous voulez vous emparer d'un comté dont vous avez besoin pour avoir domination totale sur un duché complet. Qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, tout dépendra bien sûr de la famille que vous voulez déstabiliser, mais vous pouvez à peu près tout faire, de comploter pour assassiner la personne, jusqu'à polluer entre guillemets son bassin génétique en lui offrant des concubines que vous avez enlevées partout. Voilà le champ des possibilités qui s'offre à vous. Alors je ne dis pas que je soutiens éthiquement ce genre de pratique, hein. Ce n'est pas le propos, mais ça fait partie des choses que vous pouvez faire. On a une autre de souvenir où, par exemple, vous en avez plein d'autres. Si tu convoites justement une baronnie juste à côté, tu peux lui donner, par exemple, ta fille en mariage, ou ton fils plutôt, si la personne a une fille. Et comme ça, peut-être que la génération suivante, eh bien, la baronnie appartiendra à ta famille. C'est un des meilleurs moyens, en effet, de pouvoir obtenir des claims. Faut toujours savoir vendre ses enfants aux personnes qui sont intéressantes. Absolument. Et c'est une des parties principales, bien sûr, de cette gestion dynastique, ça va être, la gestion matrimoniale, c'est-à-dire que vous, en tant que seigneur médiéval qui a le droit de vie et de mort sur chaque personne vivant sur vos terres, y compris bien entendu femmes et enfants, concubins, concubines, ainsi de suite, eh bien vous contrôlez la destinée de chacune de ces personnes. En fait, vous jouez à chaque fois comme leader de votre famille, c'est-à-dire que vous allez, à la mort d'un de vos personnages, eh bien reprendre le jeu directement en incarnant votre héritier. Peu importe son âge, peu importe s'il est en ligne directe ou si c'est votre cousin ou votre neveu et ainsi de suite. Ce qui fait que du coup, à partir du moment où tu n'as plus d'héritier, c'est le moment où tu as perdu. Absolument. Si votre famille tombe en quenouille, si vous n'avez plus d'héritier, oui, c'est une expression un peu
has-been, mais Non, si vous mais, n'avez plus d'héritier mâle à disposition, si vos lois imposent que vous ayez besoin d'un héritier mâle, Bonne vieille loi salique, vous quoi. pouvez bien sûr changer, et ça, bien sûr, ça fait partie des choses On intéressantes. peut changer les lois. On peut, c'est pour ça que je vous encourage à me poser des questions, parce que très sincèrement, je peux pas parler de tout, même si j'avais préparé, ça prendrait un temps fou. Et en Vous fait, pouvez c'est changer les lois de succession, alors ça prend du temps, il faut gérer les choses. c'est Medieval Simulator en termes de gestion de C'est- pays. En fait. Ouais, Alors, c'est rien que pour dire, il y a énormément de choses à gérer sur le jeu, tant et si bien que le jeu, de toute façon, le sait et t'aide dans le sens où, par exemple, quand tu incarnes ton roi, ta reine, le personnage, il est pas tout seul. Le personnage, il a un conseil. Et les conseillers qui sont à l'intérieur sont en charge d'une multitude de choses. la gestion du conseil, ça fait partie d'une des choses les plus cruciales, parce que tes conseillers sont là pour t'aider, mais si tu les traites pas bien et si Eh tu ben oui, ils fais vont pas te trahir. attention, eh bien ils vont commencer à comploter contre toi. Et ça, c'est une des composantes les plus importantes du jeu, c'est de pouvoir contrôler ces vassaux. Il faut toujours les surveiller, parce que si on ne fait pas gaffe, si on ne fait pas attention, très rapidement ils vont, et quand je dis très rapidement, ça peut ne prendre que quelques années in-game, Ouais. c'est-à-dire quelques minutes de jeu, et tu peux te retrouver avec des factions énormes qui vont te destituer, ou alors t'imposer des choses qui vont limiter très grandement ce que tu vas pouvoir faire. Ouais, comme la révolte des barons en Angleterre, par exemple. Oh, C'est toujours oui, adapté oui, de c'est cas- ouais, de cas absolument, véridiques, quoi. c'est ça, ouais, on diminue le pouvoir du roi. Généralement, c'est ça qu'ils vont faire pour commencer, c'est essayer de diminuer ton pouvoir, et puis à un moment, ils vont trouver quelqu'un qui préfère et le mettre à ta place sur le trône. Ce genre de choses sympathiques, et tu vas te retrouver, bien sûr, de souverain à simple vassal, qui ne sera d'ailleurs pas aimé puisqu'il aura été destitué, et bien sûr, l'opinion qu'ont de toi tes vassaux, tout comme les gens qui ne sont pas tes vassaux, mais potentiellement tes alliés, tes voisins, etc., compte énormément. Et la moindre erreur de gestion, le moindre misclick sur une décision peut avoir des conséquences assez dramatiques sur ta partie. C'est un jeu qui est, j'estime, assez dur, même quand on joue des factions, des monarques, des familles qui sont relativement puissantes. Je trouve que c'est un jeu assez dur, parce que le moindre faux pas en fait peut être payé très chèrement. Mais vraiment. Moi, par exemple, j'ai donné en mariage mon fils je crois que je jouais l'Empire bulgare, et j'avais envie de mettre un petit peu de mon sang dans la lignée des Hongrois qui étaient à côté, et j'ai donné mon fils aîné en mariage à la fille du roi de Hongrie, moi qui étais empereur de Bulgarie. Et le roi acceptait à condition que ce soit un mariage matrilinéaire, c'est-à-dire que les enfants de cette union appartiennent à la famille, et moi je ne l'avais pas vu. Et tu as signé. Je n'avais pas vu cette T'as option en signé fait, ça. et j'ai appuyé sur OK parce que j'avais pas vu qu'il acceptait sous condition de Et tu t'es fait matrilinéarité. complètement Et baiser, quoi. je me suis fait je pense qu'on peut le dire, je me suis fait rect sur Ouais. ce coup-là. Et voilà, c'est ce genre d'erreurs en fait qui peuvent complètement te briser une partie, mais qui t'apprennent à la dure, je dirais, et sur le tas, ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Et Crusader Kings, ce sont des parties sur lesquelles vous allez passer potentiellement des heures, voire des dizaines d'heures sur une seule et même partie, pas des dizaines, mais au moins je dirais une quinzaine d'heures par partie pour celles qui vont durer longtemps. Et c'est le jeu où en fait à chaque fois que vous allez vous lancer dedans, votre famille va survivre peut-être un petit peu plus longtemps. Vous allez briser votre navire générationnel sur des écueils divers et variés, mais au bout d'un certain temps, vous allez apprendre de vos erreurs, et c'est un jeu que je trouve très franchement assez jouissif, parce qu'il est relativement dur, et quand on arrive à faire des choses sympas avec ça, c'est toujours plaisant en fait, c'est gratifiant, absolument. Et on l'a dit en même temps, en plus. C'est gratifiant. T'as aussi l'aspect de la religion aussi. Ah bien sûr. Ah oui, bah c'est ça. Bien sûr, je l'ai appris à mes dépens en jouant le roi de West Francie assez récemment d'ailleurs, où j'ai fait un peu n'importe quoi dans ma gestion des lois en fait, et sans me rappeler en fait qu'il y avait le pape qui était là et qui pouvait t'excommunier, et si le pape t'excommunie, t'as un malus qui est de moins 25 ou moins 30 d'opinion chez tous les chrétiens catholiques, donc un malus qui est violent, moins 20, moins 30, c'est assez violent, donc j'ai été obligé d'arrêter ma game. Est-ce qu'on peut du coup jouer le pape? Non. On peut pas jouer les Non, papes, et ça c'est très décevant, je ne sais pas. Non, en fait techniquement les théocraties ne sont pas dynastiques.
Elles peuvent l'être quand tu vois les Borgia, tout ça, mais je veux dire... Non, tu ne peux pas jouer les théocraties, c'est-à-dire que tu ne peux pas jouer un évêque, un seigneur évêque, ce qui est dommage parce que le comte du Vivarais est un seigneur évêque. Et oui, Tu ne peux pas jouer le seigneur du Vivarais, en fait. le Vivarais qui est du coup pour les auditeurs. L'Ardèche actuelle. Exactement. Et comme nous sommes tous ici en Ardèche, ça compte pour nous. Non, malheureusement, tu ne peux pas jouer les théocraties. Donc en fait, le pape et les seigneurs évêques, ce sont vraiment, ça fait partie des rares choses que tu ne peux pas gérer. En fait. Absolument pas d'ailleurs. Cela dit, tout à l'heure, je disais que je ne voulais pas acheter Crusader Kings 3 pour l'instant. Oui, du coup, pourquoi alors alors non pas qu'il soit de mauvaise facture, quoique j'en sais rien. Honnêtement, je n'ai vu ni présentation, enfin en fait, je sais rien du tout à part qu'il est sorti le 1er septembre. Il y a 2-3 let's play qui traînent sur internet pour le moment, mais guère plus. Je ne veux pas l'acheter parce que Paradox Interactive a tendance à éditer des jeux qui ne sont pas finis en fait. Ça fait partie de ces jeux. Si tu les achètes sans les DLC, tu en feras le tour en une vingtaine d'heures. C'est un peu un gros problème du jeu vidéo dans l'actualité dans ce moment ça. C'est certes alors c'est un problème. Je pense notamment au Total War, pas mal en ce moment qui sont dans ce goût-là, tu sors le jeu et après t'as 15 milliards d'extensions à acheter. J'excuserais moins Total War que, Creative Assembly, je les excuserais peut-être moins que Paradox Interactive. Mais oui, ouais, c'est vrai que c'est un autre débat, moi ça me prend la tête un petit peu, mais c'est le genre de jeu en fait, avant de s'y mettre, je pense que c'est mieux d'attendre qu'il y ait au moins quelques DLC qui soient sortis. D'accord. Moi je l'ai très bien vu avec notamment Stellaris qui est dans le délire de la qui est la version spatiale de la version spatiale science-fiction absolument. Stellaris, j'ai fait mes premières parties sans aucun DLC et il s'avère qu'au bout d'une trentaine d'heures, on a vraiment le sentiment d'en avoir fait le tour et on a le sentiment que malgré la complexité apparente du jeu, il est plein d'une certaine vacuité en fait. Et les DLC sont là bien sûr pour augmenter cette espérance de vie, mais par exemple Crusader Kings, je suis loin d'avoir tous les DLC, il doit m'en manquer 5 ou 6. Et bien malgré le fait que j'en ai quand même pas mal, là j'ai l'impression de tourner un petit peu en rond. Je commence à avoir l'impression de faire des choses assez répétitives. Oui, alors que pourtant on en a quand même pas mal de DLC. Alors que ouais, il y en a pas mal, mais il faut que il m'en manque certains majeurs qu'il me faut que je me procurerai aux prochaines soldes, je pense. Mais voilà, Crusader Kings 2, intéressant si vous avez du temps à y investir et aussi un petit peu d'argent parce qu'on va pas se mentir, les DLC, il y en a certains qui sont quand même à 14 balles et quand vous en avez une quinzaine quasiment aujourd'hui, c'est des DLC dont les prix sont compris entre 7 et 14 euros en fait. Donc ça comme fait s'acheter un petit jeu quoi. Ouais, c'est comme s'acheter un petit jeu. On a des jeux indépendants pour ces prix dans ces ordres de prix. Donc voilà, il faut le savoir, je pense, avant de se lancer. Moi par exemple, quand en 2015 j'avais acheté Crusader Kings, je ne le savais absolument pas. Et pendant longtemps en fait, quand je voyais Crusader Kings dans mon inventaire Steam, je repensais honteusement à cette époque où je m'étais laissé tenter sur les conseils d'un jeune homme que je connaissais à peine mais qui me semblait d'une très grande intégrité. Et il s'avère qu'après 5 ans et donc un temps assez considérable, ce conseil était de bonne facture et que donc et oui, et bien sûr, et ça de manière assez salut d'ailleurs. Ouais, si tu nous regardes Thibaut. Ouais, là où tu es. Ouais. Mais pour finir avec ça, il y a des DLC, qui semblent un peu plus intéressants que d'autres. D'accord. Voilà, j'aimerais bien donner une petite liste éventuellement de DLC qui peuvent être sympas. Je pense que tu peux mettre dedans au moins celle sur Harald. Ouais, alors ouais, ça je vais en fait une qui est sympa et qui rajoute quand même presque la moitié de la carte à jouer en fait et la moitié des seigneurs disponibles, c'est Sword of Islam, l'épée ou le sabre de l'islam. Ah oui, ça te rajoute tous les pays qui rajoute la possibilité de jouer un sheikh, un émir ou un calife musulman en fait, voilà. Trop bien. C'est une extension qui permet également qui a une mécanique de polygamie en fait. Qui rajoute aussi des nouvelles mécaniques de succession dynastique propres aux nations musulmanes. D'accord. Et qui rajoute un truc un petit peu chiant que j'ai pas encore tout à fait réussi à gérer comme il faut, c'est la notion de décadence. Ah, de décadence. Ouais, il y a un compteur de décadence en fait qui augmente au fur et à mesure que tu ne fais plus de combats, de guerre, au fur et à mesure que tu deviens complaisant avec certaines hérésies, au fur et à mesure que tu as des membres de ta famille qui sont faibles, qui sont corrompus, qui ont ce genre de choses. Donc moi j'ai fait quelques playthroughs avec notamment les Omeyyades
et des abbassides, et ben j'y arrive pas. Ça a l'air très compliqué. J'ai pas réussi à prendre encore en main le truc. Ce qui est intéressant parce que du coup ça veut dire que le gameplay est radicalement différent en fait. Ah oui, bien du sûr. gameplay On va reparler. En fait, il y a plein de systèmes différents de succession et d'organisation en fait sociétale. De souvenirs, il y a l'organisation des nations musulmanes qui sont globalement féodales, mais avec des lois de succession et disons des mécaniques un peu différentes du monde occidental, bien sûr. Il y a le système féodal occidental avec la papauté. Ouais. Qui rajoute pas mal de choses là-dessus. Vous avez les orthodoxes. D'accord. Également, qui sont une part non négligeable de la chose, avec un système de patriarche, mais moins influent que le pape. C'est-à-dire que le pape, là, s'il veut vraiment te faire chier quand t'es catholique, il te fait grave chier. Comme dans la vraie vie, quoi. Là, le patriarche orthodoxe, globalement, je fais 2 games avec la Bulgarie et je l'ai pas vu, quoi. Je l'ai pas vu, pourtant j'ai pas fait des trucs très très Charlie, mais voilà, j'en ai pas spécialement entendu parler. Après il y a voilà, on y reviendra peut-être au fur et à mesure des DLC. Alors Legacy of Rome, je crois que je l'ai, l'héritage de Rome, où tu peux du temps d'avance, c'est ça, j'imagine. Non, alors justement, non, ça te fait démarrer au même moment, en fait, ça change pas la date de départ. Ça te permet de reformer l'Empire romain. Ça te permet absolument, en tant qu'empire byzantin, de reformer l'Empire romain. Ça c'est classe. Et de dénouer, de réparer le stylé, grand schisme également entre orthodoxes et catholiques. Donc, mais c'est un sacré défi, ça, dis donc, parce que personne n'a jamais réussi dans la réalité. C'est un sacré défi, d'autant plus que jouer l'Empire byzantin, quand tu choisis l'Empire byzantin sur le niveau des difficultés, c'est un des plus faciles à jouer sur papier. Ah ouais? En théorie, c'est un des plus durs. Moi, j'ai essayé, et c'est une horreur. Après, je suis pas très doué, sans doute, mais donc je dirais pas que Legacy of Rome soit indispensable, mais si jamais on se fait un peu chier après des centaines d'heures de jeu et qu'on a envie d'un bon challenge, en fait, l'Empire romain qui n'en rêve pas d'ailleurs de ça, eh bien, il y en a encore qui doivent en rêver à l'heure actuelle dans la vraie vie, je pense. Clairement. Je dirais un DLC qui est sympa, c'est The Republic. The Republic qui vous permet de jouer en tant que République marchande. Ah, tu peux jouer les Vénitiens, des trucs comme ça. Les Vénitiens, les Génois, etc. Tu peux être Doge. Voilà, ça rajoute pas mal de mécaniques de jeu, notamment par le fait que le titre est bien de Doge, ou Doge ou l'équivalent. C'est électif. Et électif. Et du coup, il faut que tu gères, en fait, faut que tu fasses du lobbyisme à mort pour être élu. Pour que ce soit toujours ta famille qui soit élue, du coup, c'est démocratie, 21e siècle simulator, quoi, c'est un peu la même chose qu'aujourd'hui, mais avec des républiques, marchandes. Alors, The Old Gods, c'est sympa. Ah, The Old Gods, c'est vraiment sympa, les anciens dieux qui permet en effet de jouer les païens, en fait, cette fois. Donc, les vikings, mais aussi les slaves, etc. Alors, celle-là, elle permet de convertis au 12e, quoi. Ouais, c'est ça, elle permet de repousser en fait la date de début du jeu, avec notamment, là cette fois vous commencez dans l'an 867, donc deuxième moitié du 9e siècle. Et du coup, attends, je vais refaire mes trucs d'histoire, 867. Ah je saurais pas dire si ça correspond à une date précise. Non, mais on doit pas être loin normalement de la fin ou de l'avènement de Charlemagne, comme ça, non. Là c'est Charlemagne, c'est 814. 814, ah merde, c'est les invasions vikings. C'est en plein dans l'ère viking. Là, on est plutôt, si je me souviens bien, au début de ça, t'as bien les trois entités qui ont été divisées à la mort de. Ah oui, du coup t'as la Lotharingie, la France occidentale et la France orientale. Ouais, exactement. La Lotharingie qui ne fait jamais long feu, d'ailleurs. Oui, comme dans la vraie vie, hein. Sinon on vivrait en Lotharingie à l'heure actuelle, je pense. La Lotharingie, oui, c'est au milieu de grandes puissances qui sont bouffées. Alors, parmi les DLC intéressants. En même temps, Lothaire comme prénom, c'est quand même pas génial. Non, certes. Auquel j'ai joué, il y a Way of Life. Way of Life, c'est plutôt un des petits DLC qui est sympa et qui permet d'améliorer la gestion des personnages. En fait, ça augmente les options des persos. D'accord. Notamment dans les mécanismes diplomatiques. Ça permet aussi, c'est essentiellement ça, en fait. Ça ajoute pas mal de choses. Moi, je trouve ça sympa. Conclave, qui est une petite DLC qui permet d'améliorer en fait la gestion de conseil, en fait, de ton conseil, de tes conseillers, qui rend sa gestion un peu plus complexe, peut-être un peu plus réaliste, et qui permet aussi de mieux contrôler l'éducation de tes enfants. C'est-à-dire que là, les traits que vont obtenir tes enfants, leur capacité sera un peu moins aléatoire qu'avant. Ça sera lié plus ou moins aux conseillers. Ce sera lié aux éducateurs, aux précepteurs en fait, que tu auras choisi en partie pour tes enfants.
Il y en a un qui est sympa, c'est The Reaper's Due, le dû de la mort, le dû de la faucheuse, qui rajoute en fait des épidémies qui frappent beaucoup plus souvent et qui t'obligent à te prémunir contre elles, et qui rajoute notamment la position de médecin royal, qui devient très clairement dans les premières parties du jeu la personne la plus importante que tu puisses avoir, parce que très sincèrement les épidémies ça tombe relativement souvent. Tes gamins, bon c'est le Moyen-Âge, sont souvent malades. Et puis c'est le mec que t'as pas intérêt à avoir corrompu par d'autres factions à côté, quoi. Tu le choisis pas n'importe comment, c'est Ouais. voilà clairement. Après, je crois qu'il y a d'autres, il y a d'autres DLC. Par exemple, Thibaut m'a dit que Monks and Mystics c'était sympa, qui rajoute les sociétés secrètes, les ordres religieux, un petit peu les différents cultes chelous. Les hérétiques, quoi, un peu du coup. Ouais, exactement. Qatar, Et il y a rien, aussi Holy Fury, à ne pas confondre avec Holy Furry, bien sûr. Rien à voir avec les furries, c'est tout le contraire là, puisqu'il s'agit de la Sainte Furie, très littéralement traduit en français, et qui rajoute en fait une refonte des systèmes de croisade avec, si j'ai bien compris, un accès aux ordres temps. D'accord. Ah oui, donc du coup tu peux... Il me semble que ton personnage, Ton personnage peut peut faire faire partie partie d'un des ordre, ordres, alors que jusqu'à présent, ces ordres, tu pouvais les engager comme des mercenaires au moment où il y avait des croisades. D'ailleurs, c'est assez intéressant de noter que j'ai passé 130 heures sur le jeu et j'ai participé à ma première croisade. Il y a peut-être de ça 3 ou 4 heures de jeu. Ah ouais. Ouais, T'avais jamais Crusader fait de Kings. croisade avant? Et ben en fait, si tu ne joues pas à fond et pendant un certain temps un royaume catholique, Pas de croisade. pas de croisade. Pas de croisade. Et il Pas s'avère d'État, que rien. jusqu'à présent, j'avais essentiellement joué des musulmans, Ça des veut dire qu'il païens t'améliore. et des orthodoxes. Ah. Et du coup, les croisades, soit j'en étais la cible, soit T'es défendu contre des croisades. Est-ce que tu peux faire des djihad contre les musulmans? tu peux faire des djihad. Cool. Absolument, tu peux. Alors, je connais pas trop bien la mécanique de djihad parce que mes parties avec les musulmans ont été très courtes parce que je m'en suis pas sorti. Mais oui, t'as des djihad, Là, j'ai fait une très longue partie où la chrétienté a très clairement triomphé sur l'islam. Mais ça arrive, et ça aussi, alors je vous le dis parce que c'est un des trucs les plus fun, c'est que vous allez être à fond dans le jeu, vous allez y jouer pendant 7-8 heures d'affilée, et vous allez essentiellement vous concentrer sur ce que vous faites et sur ce que font vos voisins, et vous allez pas voir le reste du monde, et à un moment vous allez vous dire bon, je prends une pause, et là pensez bien à regarder la gueule de la map et les nouvelles frontières, et vous allez avoir le loisir de vous rendre compte que la West-Francie a peut-être été entièrement envahie par les Omeyyades et que le roi de France est maintenant vassal du sultan omeyyade et qui C'est s'est vraiment converti l'Uchronie totale, à quoi, en l'islam. fait. Ouais, c'est ça. On a des uchronies qui sont c'est aussi une des parties intéressantes en fait de voir des nations assez improbables ou une histoire qui se passe de manière bien différente de celle qu'on connaît. C'est ça qui est drôle au fond. Donc voilà, si vous êtes des fans d'histoire, de contrôle, de fils de puterie, je suis désolé de m'exprimer ainsi, mais c'est clairement ça, c'est fils de pute simulator à bien des égards d'ailleurs. Mais c'est très très bien, je pense que... Ah oui, t'as pas trop accroché? En fait, je pense que je suis au même stade que toi par rapport à ton premier reste. Ouais. Et mon PC n'aidant pas forcément. Ça a l'air très compliqué, et quand t'es tout seul, je vois même pas comment les premiers qui ont joué à ce jeu ont pu le faire d'eux-mêmes, tu vois. Moi j'étais complètement paumé, mais je pense qu'avec quelqu'un qui te montre un petit peu ce qu'il faut faire, globalement après ça devient beaucoup plus simple. Moi Thibaut, très franchement, il s'est posé 1 heure, il m'a montré les trucs et après j'étais capable de jouer. Ouais, c'est un jeu qui nécessite un lourd apprentissage. Ouais, un lourd apprentissage. Après, pour ceux qui débutent, je conseillerais peut-être de jouer les païens. C'est les plus simples à jouer peut-être. Quoi. Ouais, je trouve que c'est peut-être ceux qui sont les plus simples à jouer. Alors c'est un peu embêtant parce qu'il y a les païens et notamment les vikings. Alors je sais pas comment ça se passe chez les slaves, mais n'ont pas de loi d'héritage de primogéniture. Ils ont des lois d'héritage qui sont électives en fait. Donc c'est pas très simple. Enfin, c'est pas très simple. C'est pas très compliqué de faire élire son fils. Et ce qu'il y a de pratique, c'est que si ton premier fils c'est un débile, ou qu'il est complètement incompétent, faible, on s'en fiche, eux s'en fichent, la primogéniture n'a pas à court. Donc c'est dans ce sens-là aussi que c'est simple. Si t'as plusieurs fils et tu risques d'en avoir, eh bien tu peux choisir celui qui a les meilleures statistiques en fait, qui sera le plus à même à gérer. Alors que si tu es roi chrétien, même qui a des lois de succession qui sont de primogéniture, eh ben il va falloir que tu te démerdes autrement. Soit tu fais en sorte que ton fils meure. Oui, c'est vrai que tu peux assassiner tes propres enfants pour choisir le bon héritier. Je pense pas que si tu dois le faire, essaye de faire en sorte que ça se voit pas, parce que si tu dis
passe pour un gros bâtard. Bah je sais pas s'il y a vraiment des malus pour patricide, mais en tout cas il y a des malus pour si tu te fais choper pour une tentative d'assassinat. D'accord. Ouais. Enfin bon voilà, je pense en avoir assez dit parce que là je pourrais continuer pendant Oui, pendant après des ça a l'air heures. d'être un jeu effectivement. Où Donc on peut, voilà une on peut en dire chronique beaucoup, quoi. très clairement comment dire Décousu de fil blanc. ouais décousu absolument et surtout improvisé. Bah, donc, complètement voilà. improvisé, mais c'est pas grave. L'improvisation, moi ce que je dis toujours, c'est que ça a souvent énormément de bon. Regardez ce soir par exemple. À la base, tout était calculé au poil de cul, et au final, on est que 3. Et toi, du coup, t'as pensé à ta chronique. Oui, par dis-le contre, sur les chiottes. ouais, par contre, j'annonce, j'ai mes prochains sujets qui Voilà. seront un Est-ce petit que peu tu plus veux, est-ce que tu veux fournis. faire un petit teasing pour les prochains épisodes, pour ton prochain projet à toi? Bah, un petit teasing, Ou tu veux, on garde la surprise? Non, la surprise. Allez, on garde la surprise. Eh ben, nickel. Moi, j'ai pas le droit de demander. Si, justement, attends, j'étais en train de réfléchir, bordel. Demandez quoi? Qu'est-ce que tu veux demander, Raph? Non, parce que tu demandais les prochains sujets de Bah, Benjamin, toi, mais t'as tu des peux pas idées de sujets ou pas, du coup? C'est confidentiel. Et non, voilà, c'est confidentiel. Ça veut dire qu'il y en a, du coup. Le public veut savoir. Dites si Peut-être. vous voulez savoir dans les commentaires. Même si personne ne commente jamais. Tristesse. Je suis tristesse. Eh ben, écoutez, les amis, merci pour vos 2 chroniques spéciales jeux vidéo. Il est bientôt 22h. Qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que vous voulez qu'on s'arrête ou est-ce que vous voulez faire un mini-jeu rapidos? Oh, un mini-jeu, moi, ça me va. Allez. Je sais pas trop ce que je fais demain. Je crois que je suis à mon Il va y avoir un planning qui Ouais, traîne on quelque verra, part. on verra. Mais moi, ça me va. On saura vraiment où est-ce qu'on a dit tout le moment. Moi, je travaille là-bas. Mais Imagine, ouais, je crois que je dois démarrer au labo avec Ebola en 2, puis ensuite, après, je dois aller au coronavirus en 3. vous êtes chaud, J'ai fait un chabit, un machin. Cet épisode a été enregistré le 24 décembre 2019. bien sûr, J'ai fait tomber une fiole dans le labo. on fait le jeu, du coup? Oui, on va faire Ouais, le je jeu, vais pardon. juste, Mais tu vas aller aux du toilettes? micro. Non, je vais juste boire de l'eau parce que la pizza m'a donné soif. Eh ben, vas-y. Explique-nous. Ah, d'accord. Je parle tout seul. Très bien, très bien. Je vais parler tout seul puisque mes deux collègues sont partis, mais c'est pas grave. Je vais occuper le temps comme je peux. Le temps, c'est quelque chose qui va vite, qui va malheureusement très vite. Le temps, c'est une notion aussi qui est relativement vague. C'est pour ça qu'on dit la diffusion du temps par les vagues. Et puis à la fois l'oscillation. Est-ce que l'oscillation des temps serait la même chose qu'une oscillation peut-être de sismographe ou alors peut-être une oscillation d'électrocardiogramme peut-être. Et si l'électrocardiogramme est alors plein, est-ce que ça veut dire qu'il n'y a plus de temps et donc du coup qu'on est foncièrement mort? Je ne sais pas. À vous. Eh ben, ça m'a l'air passionnant, ça, Raphaël. Merci pour ta nouvelle chronique incroyable. Merci beaucoup. Bah, j'avais le temps. Eh ben oui, visiblement. Bon, écoutez les gars, on Je va se l'avais. terminer tout ça par un petit jeu vachement sympa. Je crois pas que tu l'aies fait, toi, Ben. Toi, tu l'as déjà fait. C'est le jeu de l'impro total. C'est le synopsis pourri, parce que ça nécessite absolument aucune préparation. Très bon. Le Très synopsis pourri, souvenez-vous, la thématique, c'est... c'est pas le truc où tu mélanges 2 synopsis de Non, 2 ça films c'est et- synopsis fusion. Ah. Synopsis pourri, c'est tu racontes Toute un une film. gamme J'ai une de- gamme de jeux de complètement jeux débiles. synopsis. Ah oui. Donc le principe c'est le Ah suivant, oui, c'est de tu prends faire un film. reconnaître le film mais en nous faisant C'est le ça. synopsis le plus pourri. Exactement. Tu Ouais, l'avais mais fait ou si, pas je crois Tu que je l'avais l'avais fait une fois. Alors j'hésite là à l'adapter en mode jeu vidéo, mais je suis pas très sûr que ça se porte très très bien. Donc est-ce qu'on tente jeu vidéo ou est-ce qu'on reste sur des films? Ah, je sais pas, on peut faire... Moi, je suis pas très bon à improviser ce genre de truc, j'avoue, mais... Eh ben écoutez, on va se rester sur des films comme Ouais, ça je au moins pense. ça sera plus tranquille pour tout le monde. Essayez de choisir des classiques. Celui qui gagne fait le suivant. Et puis au bout d'un moment, on finira bien par s'arrêter. Je vais commencer comme ça on verra où on va. Réfléchissons à quel film prendre. Alors, c'est l'histoire d'une personne qui est souvent un petit peu toute seule chez elle. Elle a souvent un petit peu du mal à trouver de la nourriture, cette personne. C'est-à-dire que la nourriture qu'elle a, elle est souvent de mauvaise qualité, si je peux dire. Une qualité qui est vraiment moindre, mais qui vient quand même régulièrement. C'est un peu comme si vous étiez obligé de manger des patates un petit peu pourries tout le temps. Et un jour, cette personne-là, ce qu'on va savoir, c'est qu'elle a beaucoup d'enfants, mais qui l'ont quitté il y a très très longtemps. Elle arrive à mettre la main sur de la nourriture qui a un peu de meilleure qualité. Vraiment un peu comme si vous auriez droit presque à un repas gratuit chez Bocuse, par exemple. Et elle tombe dessus et elle commence à essayer de se faire un petit repas, mais elle décide de le garder un petit peu pour plus tard, un peu comme si elle le mettait sous Tupperware pour le garder pour la suite, quoi.
Et alors qu'elle est en train de préparer son petit repas pour le lendemain, tout d'un coup il y a, je sais pas pourquoi, il y a la nourriture, une autre nourriture qui commence à arriver et qui commence à lui chercher des noises. C'est un peu chelou. Je sais que c'est un film qui est un peu bizarre, hein. Mais la nourriture elle est très très brillante tout d'un coup, mais vraiment très brillante. Et du coup le personnage, le protagoniste, est obligé de s'enfuir un petit peu comme ça de son propre chez lui en plus. Et après, elle revient plus tard et puis il y a plus personne quoi, plus de nourriture. Il va passer le restant de ses jours à continuer à manger de la merde. Il le C'est fait pas bien. dramatique ça. Il le fait bien. Putain, mais Moi, j'avais presque dit Ratatouille, mais c'est pas ça. Non, c'est pas Ratatouille. Oh la vache, mais je l'ai absolument Vous pas. l'avez quoi, pas du tout. c'est- Là, je l'ai. C'est assez Ah ouais, horrible tu parce que l'as j'ai bien, vraiment hein. noyé le poisson. Ah ouais, là. La bouffe qui et une quête de nourriture de meilleure quête de qualité. nourriture de. C'est de quoi, meilleure c'est qualité. l'histoire de l'Angleterre, du coup, c'est... non, c'est pas attendez, ça. mais si vous voulez, je vous fais on peut continuer. Son histoire, c'est vrai qu'elle est relativement courte. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que vraiment la nourriture, le protagoniste de brille. mon histoire se fait blesser à un moment donné par une des deux nourritures, celle qu'elle a pas réussi à choper. Et c'est à cause de ça qu'elle est obligée de battre en retraite, en fait, si je puis dire. Et après, elle revient plus tard, et il y a plus personne, quoi. Ah, il le fait quand même vachement bien, hein, parce que j'en ai strictement aucune idée. Oh la vache, autant la Alors, dernière ce fois, qui est j'avais ce qui est des marrant, idées, c'est mais- que cette histoire-là, elle est arrivée un petit peu aux enfants de mon personnage principal. Parce que mon personnage principal de cette histoire-là, il a plusieurs enfants. Des enfants qui vivent dans un autre endroit qui est un peu plus charmant. Ils vivent presque dans une espèce de coloc géante, ça correspond à leur maison, on va dire. Et pareil, eux, ils ont pas forcément souvent des mets de choix à disposition. C'est vraiment genre beaucoup d'enfants, plusieurs vingtaines d'enfants quand même, hein, c'est pas mal. Et Ah, et putain. à un moment donné, ça y est. c'est... Oui, non, comment il s'appelle? Alors, ouais. C'est un film qu'on a vu ensemble quand je suis arrivé au... Non? Non, ouais, c'est un film on l'a vu ensemble, je pense, ce film, oui. Mais je pense que tu l'as vu même plusieurs fois, ce film. Toi aussi, Ben. Merde, avec 20... ouais, mais là, ça doit être tellement... Vous réfléchissez en 2 dimensions, les gars. La communauté de l'âme. Eh ben, pas loin. Allez, 2 tours. Non. Et ben, le retour du roi. Eh oui, le retour du roi. C'est l'araignée dans le retour du roi. Oh putain, mon dieu. Ça y est, vous l'avez? C'est Sheila. Oh mon dieu. Bah ouais, elle bouffe des orques la plupart du temps, dégueulasse, et là, elle a l'occasion de se faire des hobbits, quoi. Ouais, c'était... Tu vois, même moi, je l'avais pas, quoi. Moi, je pensais plus à l'anouille. J'ai essayé de le noyer parce que je me suis dit que vous aviez trouvé du premier coup, en fait. Ah non, Deux mais là, grands Ah tu bah l'as là, bien noyé, c'était là. le shitty... Là, tu vois, plus noyé que ça, c'est le Hobbit qui se fait noyer par Et, Gollum. après, ouais, du c'est coup, j'ai ça. essayé de parler de Bilbo le Hobbit avec la scène des araignées aussi. Ah, c'est vraiment le shitty... c'est l'enfant, quoi. le C'est le shitty synopsis total, hein. C'est vraiment ce le mot shitty shitty synopsis. Ça, c'est- Peut-être c'est- plutôt. normalement, ça fait SS, c'est un peu dommage, mais le shitty... Le shitty synopsis. Ouais, vous l'avez pas trouvé. En Ah, fait, dommage. c'est vraiment... Ouais, mais attends... Non, mais je suis allé beaucoup trop loin, je Non, confesse. non, mais c'est bien. Hein. Moi, j'arriverais pas à faire des trucs comme ça, très sincèrement. Là, déjà, faut trouver un film, faut réfléchir. Je sais pas comment t'arrives à improviser des trucs comme ça. C'est, Ouais, j'en ai un, peut-être. Ah, vas-y, Raph, Alors, c'est pas... Il va falloir... qu'on réfléchisse. Ouais, Il y a on va tester Quand même beaucoup de films qu'on a vus, je pense, pas. On va dire que c'est un ancien film. Oui, aussi, on va oui, dire que ça. c'est un film, Non, un film quand on était gosse. C'est un film de l'enfance, d'accord, ok, ça marche. Il faut le faire par rapport à un personnage secondaire, c'est ça? Bah, ce que tu veux, ça peut être un personnage principal mal raconté, ou la cafetière. ce que tu veux. C'est l'histoire d'une meuf, en fait, qui a vraiment rien à foutre de sa soirée, parce que, Ouais. c'est vendredi soir, et que, normalement, elle devait sortir avec son copain, mais bon, il l'a pas pris en voiture, donc il lui a fait un faux plan, c'est pas grave. Elle reste sur le canapé, puis elle regarde un petit peu la télévision, ce qui se passe un petit peu dans le monde et tout, même si elle y comprend pas grand chose, parce que, en fait, elle est un petit peu cruche. Elle est même très très cruche. C'est le 5e élément? Non. Et en fait, quand elle part se préparer à manger, en fait, elle reçoit un coup de téléphone, mais au départ, elle pense que c'est son petit copain, mais alors que Ah, mais c'est finalement Scream. non. c'est Scream, Oh, bordel. En fait, j'ai pensé à Scream en premier, je me suis dit, non, mais ça ne peut pas être aussi évident que Scream. Mais si, c'est Scream, d'accord. ok. Moi, c'est le coup de elle va se faire à bouffer là Ouais, direct, c'est ça, ça m'a direct. fait danser. Surtout que je les ai vus récemment, les Scream, c'est assez sympa d'ailleurs. Enfin, sauf le... En 5e. fait, c'est le 1, le 2, et peut-être vite fait le 3, je crois que c'est le 4 qui est nul, je sais plus, mais bref, enfin nul. J'ai pas aimé, mais oui, pardon. Ça peut être aussi Ça- Scary Movie, hein, parce que Ça peut Oui, être aussi aussi, Scary Movie, ouais, ça c'est marche. le début du... Est-ce que t'as une idée, Ben, ou est-ce que tu veux que j'en fasse un?
Le temps et les oscillations de l'espace. Non, vas-y, J'en fais un, je suis trop ok. mauvais. Alors j'espère que c'est vous l'avez vu aussi celui-là, je sais pas trop. Alors c'est l'histoire d'un personnage, un personnage un petit peu particulier qui a un boulot un petit peu bizarre. En gros, son boulot, c'est de rattraper des gens dans le sens où c'est presque comme s'ils avaient pas payé et du coup il faut les rattraper pour qu'ils payent et les faire payer en fait. C'est ça son principe. Quoi, ça fait Blade Runner? Ça pourrait être Blade Runner, mais non, c'est pas ça. Non, Non, C'est c'est- Catch Me If You Can. Ça aurait pu être Catch Me If You Can. Non, en gros, c'est un concept qui est un peu plus étrange, c'est-à-dire que son histoire, cette personne-là, elle commence où, en gros, c'est 4 jeunes, alors je sais plus exactement, c'était un groupe de jeunes, quoi, voilà, qui doivent prendre un avion, et ils le prennent pas. Et au final, ça gave, mais vraiment, oui. Oui, putain. J'aurais dû le deviner dès le premier truc. C'est la mort. Ouais, c'est la mort. Il les rattrape, c'est ça. Et après, oui, ils les payer les uns après les autres, parce qu'ils sont pas payés. Effectivement, mais j'ai vu que le premier, moi, avec le roller coaster. Ah oui, non, mais C'est pas le premier avec le roller Non, coaster, c'est- ça doit être le c'est le troisième. un truc comme ça. Le Non, premier, c'est alors, l'avion, c'est lequel le premier? C'est avec l'avion. Hein? Le Camion, deuxième, ouais. c'est avec le camion. Je crois que j'ai vu que celui avec Moi, le j'ai camion. vu que d'ailleurs. le premier, moi. Pour ça, je de barbelé. Donc t'as trouvé, Ben, super. Oui, mais Au prix de grands sacrifices. ouais, ok, ça m'a coûté beaucoup. D'ailleurs, je vais payer bientôt, sans doute aussi. Ouais, mais tu vois, ça, je pense que si tu me laisses un peu le temps d'y réfléchir, je peux, mais j'arrive pas à improviser des trucs comme ça, tu vois. Ou alors, dès que j'essaye de visualiser ce que je pourrais dire, ça me paraît trop obvious, Trop évident. ouais, trop évident. Moi, j'en ai un T'en aussi. as un? Vas-y, Ouais. Raph. C'est l'histoire d'un gars qui est paumé chez lui, dans un bled vraiment tout paumé. Ouais. En fait, il est reconnu auprès de son village parce que c'est quand même quelqu'un qui est très très fort. Et puis finalement, il va se mettre à combattre un petit peu tout le monde, à combattre les personnes. Superman. Non, à combattre les personnes qui veulent du mal à son village. Et du coup, il va essayer effectivement de combattre contre la modernité. Hein. Donc ça veut dire qu'il va notamment combattre des personnes qui viennent pas de son pays, mais qui viennent simplement Est-ce que c'est pour Sylve Barbe non, dans Sardono qui viennent dans son pays pour le moderniser, alors que lui, il a pas envie. Et donc du coup, il va Ah rentrer putain, dans c'est le dernier c'est samouraï. le dernier samouraï, mais oui, mais J'allais dire, et puis Évident. finalement, il va faire une bataille dans la forêt, et puis il va se faire tuer par un putain de blanc, quoi, un putain de yankee, Oui, Ah non, salaud. alors qu'il avait rien demandé. Et en plus de ça, il va se faire piquer sa femme. et oui. c'est vraiment pas sympa. RIP. Ouais, je voulais montrer cette partie sombre de Le dernier les samouraï. samouraïs. Alors, est-ce que t'as eu le temps de réfléchir à une petite idée, Ben ou- Ouais, tu sais, moi, quand je vous écoute, Ah, bah, j'essaie si tu de écoutes, trouver tu vois nos le paroles. truc, ouais, Bah, écoute, ce que je propose, c'est que j'essaie d'en refaire un. Puis en ce moment, si tu veux tenter de rêver, comme tu veux, en fait. Au pire, on en refait deux, j'en fais un, et puis soit t'en fais un, soit Raph, et puis on termine Ouais, là-dessus. ça marche. Alors, du coup, faut que je réfléchisse parce que pareil, j'ai pas trop réfléchi pendant ce temps. Ok. C'est l'histoire d'un mec. C'est un mec, pas tout ce qu'il y a de plus lambda non plus, c'est-à-dire que c'est un peu le prototype du daron, tu vois, enfin, le daron de base, pas forcément sympathique, très avenant, de base, lui a jamais eu d'enfant. Il a jamais eu d'enfant, et un jour il épouse une dame, mais elle a un enfant avec elle. Un enfant qui lui a perdu son père très jeune, etc. Donc il essaie de le prendre en main, il essaie de lui montrer un petit peu comment ça marche la vie de manière générale, et ça prend pas, ça semble pas prendre. L'enfant il grandit de jour en jour, à l'adolescence ça devient difficile, il s'engueule tout le temps, c'est un peu chiant, et Je crois. Oui. C'est pas Voldemort. non, c'est pas Voldemort. Ah. Ça aurait pu marcher avec Voldemort. C'est pas Luke, Non, c'est pas lui. Star Wars. non plus, non. Et du coup, c'est un Anakin. film, c'est un Non, film c'est- qui est peut-être un peu plus compliqué par contre, mais mais vas-y. enfin compliqué, je sais pas. Mais du coup, ce gamin-là, il devient grand, et en fait, le protagoniste de notre histoire, il est un peu déçu parce que son beau-fils, il aurait bien aimé qu'il devienne quelqu'un pas quelqu'un forcément d'important, mais au moins qu'il arrive bien à gérer sa vie. Alors que là, il est juste, même pas gérant, il est vendeur dans une espèce de supermarché un peu naze. Sa vie a pas l'air d'être trop bien, il approche de la trentaine, il est toujours en coloc, il a du mal à rassembler de la thune, et puis il passe rarement voir sa mère, quoi. Et ça l'agace, parce que sa mère, elle aime beaucoup son fils, et elle aimerait bien le voir plus souvent. Et un jour, alors qu'il rentre pas du boulot, en fait, il vient d'aller voir son beau-fils et il lui dit, demain, il faut absolument que tu ailles voir ta mère, voilà, c'est comme ça, c'est son anniversaire, offre-lui des fleurs.
Et en rentrant de ce Je l'ai. moment-là, C'est Shaun of the Dead. Shaun of the Dead, putain, bien joué. Je l'ai eu après toi. Sacré Shaun of the Dead. ouais, J'en ai un. Ah, enfin, yes, j'en ai un. yes. On va tester. on va hein. tester, allez, c'est parti. Alors c'est l'histoire d'un jeune adulte. Il a entre 18 et 20 ans et il est à la fac. Il se fait chier. Ouais. Il se fait chier. Ça lui va plus. Il vit à une époque qui est assez excitante et il veut faire autre chose. Tu vois, il se passe plein de trucs dans le monde à ce moment-là. Il se dit je vais partir, tu vois, j'ai besoin d'exotisme. Mais oui, il a besoin d'aller à Sekema Beach. Non, Non, c'est pas ça. ça aurait pu C'est pas Starship, je parle. ça aurait pu être ça. Ça aurait pu être ça, mais non. Ah, merde. Non, c'est vrai, merde, j'aurais dû faire ça. En vrai. Non, mais vas-y, Non. continue. Il a besoin d'exotisme, il veut faire autre chose, tu vois, la fac, il se dit, je sers à rien, j'ai envie de faire autre chose, Ouais. de servir à quelque chose. Du coup, il va s'engager dans une organisation et il part à l'étranger, dans un pays exotique où il va rencontrer plein de gens, en fait. Lui, c'était un blanc, tu vois, il a toujours été avec des blancs chez lui. Et là, bon, il se retrouve avec des blacks, C'est Apocalypse Now. avec des non, il se retrouve avec des blacks, avec des gros rednecks, avec plein de personnes différentes en fait, de plein de milieux favorisés, éduqués, pas très bien éduqués, etc. Et il va rencontrer notamment deux personnes qui vont être assez importantes et il va pas trop savoir quoi penser de ces deux personnes parce que ça va devenir un petit peu des figures paternelles. D'un côté, t'as un des gars qui a l'air assez chill, assez cool, qui est venu déjà 2 fois dans ce pays, donc qui connaît bien. Est-ce que c'est pas Stargate? Non, ça fait 2 fois qu'il vient dans ce pays, du coup il connaît bien le pays. Alors il est considéré un petit peu comme un frimeur du fait qu'il est déjà venu 2 fois dans le pays par l'autre figure paternelle qui lui est plutôt un gros bourrin, voilà, qui voilà, d'un côté t'as un mec qui est un petit peu efféminé, un petit peu doux et qui a beaucoup d'expérience, tu vois, qui est là depuis longtemps et qui peut lui apprendre plein de choses, qui est plus chill. Et de l'autre, il y a une figure un peu masculine mais qui est très rude, qui est très bourrin, enfin voilà. D'accord, ouais. Et ce voyage, en fait, ça va être l'occasion pour ce jeune adulte de faire plein d'expériences. C'est là-bas notamment qu'il va fumer ses premiers joints, qu'il va commencer à prendre de la drogue, etc. Bon, ça l'aide aussi parce que c'est pas une période facile, tu vois. Il est quand même là pour 1 an, quoi. Il est quand même là pour 1 an. D'accord. Et il doit y rester. Il a pas le choix. Il est obligé d'y rester. Et du coup, voilà, il va vivre dans cet endroit-là, dans ce pays exotique où il fait très chaud. Il va vivre avec ces personnes et il va en voir mourir il va en voir mourir quelques-unes. Et à la fin, voilà, il va réussir quand même à s'en sortir et il va retourner chez lui avec cette expérience. Waouh. J'ai envie de voir ce film. Je crois savoir ce que c'est comme film, mais je veux pas le dire parce que ça se trouve c'est peut-être celui que je vais faire après. Donc tu vois. Mais du coup, maintenant que tu dis ça, du coup, on sait ce que tu vas Je faire sais pas après. si vous Oui, l'avez mais non, mais je déjà, le ferai pas, alors, ça se trouve vous l'avez pas, vous avez pas attends. déjà vu. C'est un film de guerre. C'est un film de guerre, C'est ouais. un film de guerre. Ah, mais c'est Orlando Bloom qui tombe. Non. C'est pas, je suis défaut. Ah non. C'est Platoon. J'ai pas vu Platoon. Eh putain. ben, Je viens de me rendre compte à l'instant que j'avais pas vu Platoon. Ça va. j'ai Alors, déguisé c'est ça en expédition humanitaire. Mais en fait, l'organisation, c'est l'US Army. Mais écoutez, les gens qui t'écoutent verront s'ils ont trouvé ou non. Tu l'as vu, non. toi? Ah, il est excellent, il est vraiment très bien, Platoon. Enfin, il est cool, quoi. Dommage. T'en as un du coup, Raph? pas. On Je terminera pense sur qu'il toi. est. Du Je coup, c'est pense pas qu'il est Platoon. pas mal, mais Ça, non, c'est c'est pas pas Platoon. Mais il faut que je le fasse bien. C'est l'histoire d'un mec qui quand même c'est un sacré numéro, le gars, parce que son boulot, c'est tout pour lui. C'est quelqu'un qui est embauché, mais qu'en même temps il a pas vraiment un contrat long. C'est pas un contrat qu'il va avoir sur toute la vie. Non, c'est un contrat avec plein de gens, donc il est obligé un peu de bouger. Puis là, bon, c'est vraiment sur la fin de sa grande notoriété parce qu'il était vraiment reconnu dans le milieu où il était. Mais là, ça commence à devenir un petit peu difficile. Donc il va accepter un plan pourri, mais ça il le sait pas encore. Donc il va quand même l'accepter. Puis il va être vraiment en charge de faire en sorte que dans son prochain travail, ce sera vraiment lui qui derrière tirera les ficelles et qui va développer vraiment tout le sens au sujet de son nouveau travail. Mais le problème, c'est que c'est un gars quand même qui est un petit peu con et puis il interprète mal les signaux. Kronk Non, c'est pas Kronk. Cusco, non. Il est en train de il
interprète Pas mal. vraiment très mal les signaux et en fait, il va flinguer énormément de budget de son entreprise, son partenaire, de son boss. Et le problème, c'est que du coup, ils avaient même pas la possibilité de faire une seconde fois ce qu'ils devaient faire. Et en fait, il va rejeter ça sur la malcompréhension des gens qui l'entourent et puis sur le fait qu'il travaille pas avec des gens qui sont de son équipe, qui sont de son pays. Mais le problème, c'est que Ça me fait penser à Percival dans Kaamelott. il en a un peu rien à foutre parce que finalement, une fois que son travail c'était vraiment à chier, il va quand même essayer de faire en sorte que tout le monde parte vraiment en beauté dans son nouveau travail. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va installer plein de choses dans une petite forêt et puis comme ça au moins ils vont pouvoir réaliser ce qu'ils voulaient faire comme prise et puis au risque vraiment de tout faire péter, mais lui c'est au pire ça fera redémarrer sa carrière. Après c'est vrai qu'il a quand même vraiment merdé sur une scène de son boulot parce que comme ça il s'occupe des films et il s'occupe surtout C'est un mec qui fait des films, du coup. et il s'occupe surtout de tout ce qui est explosion dans les films et donc du coup là Oh putain! Ça y est, c'est Tropic Thunder, c'est le gars des effets spéciaux. Ah Tropic Thunder. putain, bien Putain, joué. oh là là, je l'ai eu que à la fin quand t'as parlé de c'était un mec qui faisait des Ah films. ouais, c'est pour ça que je l'ai orienté, quoi. Du Vietnam, Ouais, c'est vrai, c'est marrant. Bah, bien joué, Raph. Bien joué aussi, Ben. c'est toi qui m'as fait découvrir ce Oui, c'est vrai, dommage. c'est moi qui l'ai fait fan de Thunder. Putain, l'aviation, merde. C'est pas la première fois qu'on aborde Tropic Thunder dans cette émission. Je crois qu'on l'avait déjà abordé dans l'épisode 15, si je me souviens bien de mes montages très rapidement, où on avait parlé de la scène du mec qui joue le rôle d'un mec, et il sait plus quel mec il est. Enfin bref. Écoutez les gars, ce que je vous propose, c'est qu'on s'arrête là, avec ce petit synopsis pourri où j'ai dit synopsis, que je reprendrai ton idée. Oui, non, mais peu importe, hein, moi, c'est juste une suggestion. Et même si on était, il nous manquait Fanchon, cœur sur toi, Fanchon. J'espère que Force tu vas à toi. bien là où tu es, force à toi. Les gars, ça m'a fait plaisir de vous voir aussi dans cette émission. Carrément, c'est toujours un plaisir. Ce fut fun. Ce fut fun, en effet, mais comme toute chose fun, ça a malheureusement une fin qui arrive dès à présent. Je vous remercie également, chers auditeurs. Je regarde dans le vide, à chaque fois que je parle aux auditeurs, je regarde ailleurs que vers C'est vous. comme si vous étiez C'est comme avec si vous nous. étiez un peu avec nous, présents. Merci de nous écouter encore et toujours. Il y aura, je pense, encore quelques petits épisodes qui sortiront en septembre-octobre, et puis on se fera ce grand final où on n'arrête pas de parler avec Benjamin de tout le temps. Il sera organisé, on le tournera probablement en octobre, fin octobre, quelque chose comme ça. Il arrive, il sera là, il sera probablement en plusieurs parties, ça va être incroyable, ça va être incroyable. En tout cas, bref, je m'égare, merci à vous tous, merci encore, et puis à très vite. À bientôt. Là-haut à Saint-Remez, légèrement plus haut qu'ici en termes d'altitude, mais voilà. À force, les gens vont savoir où on habite avec Raphaël. On donne Ah des oui, indices c'est de vrai, plus en plus. c'est vrai, c'est faux. Je Même donne si mon adresse, on est tout écouté ça. par 14 personnes, dont la moitié d'entre eux savent qui on est réellement, donc ça va. C'est vrai, certes. Mais quand même. Peut-être que parmi ces personnes, il y a Il y a fou. un tueur Peut-être fou. un psychologue. Ah ouais, Un psychologue. Un t'allais dire. psychologue, bien sûr, c'est dangereux les psychologues. Les psychologues Mais- sont souvent fous, hein, c'est clair. Ça fait peur. Mais c'est- Il fait tout avec sa force. c'est peut-être ce certain Stéphane des jeux stratégiques.